Donc aujourd'hui, donc les deux derniers cours, ça va concerner les interfaces eau-énergie. Donc ça sera des cours qui seront plus orientés innovation, enfin comme la chaire innovation technologique l'indique. Et donc en fait une façon, enfin des cours un petit peu différents, puisque précédemment c'était plus sur les aspects plus fondamentaux de la nanofluidique. Là, d'une certaine façon, c'est comment la nanofluidique peut impacter des sujets. Et forcément, ici, c'est les sujets liés à l'eau et l'énergie, ce que je vais décrire. Donc il se trouve que par un hasard particulier, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Et donc on fait en général assez peu d'attention à ces journées mondiales, mais dans le contexte actuel, où de la sécheresse, etc., je trouve que cette journée mondiale prend une tonalité un peu particulière. Et donc on peut aller, c'est les Nations Unies qui organisent ça. Et je trouve ça intéressant de dire, soyez le changement que vous voudriez pour le monde, quelque part, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Enfin, savoir justement d'essayer de ne pas rester inactif, et vu tous les problèmes délicats associés à l'eau, essayer de voir si on peut faire quelque chose. Donc dans les deux derniers cours, je vais beaucoup parler de ce qu'on appelle le nexus eau-énergie. Et le nexus eau-énergie, c'est de réaliser qu'il faut beaucoup d'eau pour produire de l'énergie. Beaucoup d'eau pour produire de l'énergie, c'est par exemple, très simplement, il faut refroidir les réacteurs nucléaires. Donc il faut de l'eau. Il faut énormément d'eau pour fabriquer de l'hydrogène, si vous faites de l'électrolyse, etc., etc. Et vice-versa, il faut beaucoup d'énergie pour l'eau. Et parce que dessaler, on en reparlera, mais dessaler l'eau, ça a un coût. Purifier l'eau, ça a un coût. Et donc, il y a cet aspect nexus, donc ça veut dire que c'est la conjonction en fait, de ces deux sujets. Et en fait, c'est des vrais sujets discutés. Par exemple, il y a deux rapports que je vous incite à aller lire, de l'Union européenne en 2019 et de la Division of Energy américaine, un peu plus tôt, qui s'appelle Water Energy Nexus, et qui discutent justement cette interface et comment on peut améliorer. Et c'est des rapports qui datent d'il y a quelques années, mais qui maintenant ont une actualité assez importante. Et donc clairement, le point... Alors ces rapports, finalement, c'est des rapports qui ne discutent pas tant que ça de l'innovation, mais c'est plutôt de l'optimisation, l'ingénierie autour de ces sujets. Nous, la façon dont on l'aborde, c'est plutôt sur la question de technologie de rupture, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau, en fait, dans cette interface eau-énergie. Et il y a un vrai besoin de science fondamentale. Et ce nexus, vous voyez, prend écho avec les aspects changements, parce que clairement, sur ces thématiques-là, il faut apporter des changements. Alors, c'est des sujets que j'aimerais qu'ils soient plus développés au niveau scientifique et qu'il y ait une vraie volonté politique là-dessus. Ça se fait assez mal en général, et mon expérience là-dessus est assez mauvaise. Mais c'est pas grave, on le fait à chacun à son échelle, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Alors, filtration, là j'ai beaucoup parlé de filtration et dessalement, mais finalement vous allez voir, la semaine prochaine on va parler d'énergie et d'énergie osmotique, ça sera les mêmes constats. Une énorme difficulté de ces sujets, c'est un peu une interface entre deux infinis. D'une part, ce qu'on a discuté pendant les 6 cours précédents, c'était justement que tout ce qui est filtration, ça se fait aux échelles nanométriques, voire subnanométriques. Et donc vraiment à l'échelle de l'infiniment petit, on a des phénomènes qu'on a discuté un peu dans tous les sens, non linéaires, même des phénomènes quantiques par certains aspects qui rentrent en jeu. Mais une usine de dessalement, c'est monstrueux. C'est l'infini dans l'autre sens. Donc ça, j'avais déjà pris dans la leçon l'exemple de cette usine d'Ashkelon, mais bon, il y en a d'autres du même type. Une usine d'Ashkelon comme ça, c'est 300 000 m3 par jour. Ça, je crois que ça va jusqu'à 800 000. Ça, c'est 40 000 éléments de membrane. Un élément de membrane, c'est ce petit élément-là, comme ça. 40 000, il y a à peu près, en général, alors ça c'est l'estimation, je ne sais pas exactement quel est le nombre de mètres carrés dans un élément, mais en général c'est 40 mètres carrés à peu près, ça fait à peu près 1,5 million de mètres carrés de membrane. Et il faut des pompes à haute pression, 5 mégawatts de pompes, et le coût d'une usine comme ça de dessalement, c'est des centaines de millions de dollars, voire le milliard.
Et le coût des membranes, là-dedans, c'est au moins entre 10 et 20%. Enfin, je n'ai pas les coûts, la répartition des coûts pour cette usine-là, mais c'est typiquement ces aspects-là. 40 mètres carrés, c'est 400 $. Si vous allez sur Internet, vous pouvez acheter 40 mètres carrés. Et donc, c'est ce que j'appelle là une sorte de conflit d'innovation. Parce que y a un fossé entre ces deux échelles qui tue finalement toute innovation technologique dans ce domaine-là. Et ça, c'est ce que j'ai personnellement vécu. C'est-à-dire que quand vous allez voir un industriel, évidemment, lui, la première chose qu'il va vous répondre, c'est des millions de mètres carrés. Alors que nous, on sait faire des centimètres carrés. Et savez que, évidemment, l'innovation ne peut pas rentrer directement dans ces marchés-là. Il faut des passages. Ces passages, ce sera les startups. J'essaierai d'en discuter. En tout cas, clairement, quand on commence à réfléchir à ces sujets-là, je vous ai beaucoup parlé de sciences fondamentales, de transport aux nano-échelles. Quand on commence à se dire, tiens, on veut innover dans ces sujets-là, il faut tout de suite penser mise à l'échelle. Et donc la mise à l'échelle, c'est comment, partant de ce qu'on fait dans le laboratoire, est-ce qu'on peut en faire des centaines, voire des millions de mètres carrés. Et donc on ne se dit pas, il faut le faire tout de suite, mais en tout cas, il faut mettre une trajectoire en place. Alors pour rentrer plus dans les aspects techniques, pour dessaler l'eau, il y a multiples approches. Alors, dessaler ou purifier l'eau. Purifier l'eau, c'est toutes les stations d'épuration. C'est des méthodes plutôt biologiques. Beaucoup de bactéries. Heureusement qu'on a les bactéries sur Terre parce qu'elles nous purifient l'eau avec une efficacité qu'on ne peut pas atteindre. D'ailleurs, au passage, il y a une petite bestiole, dans la Loire qui purifie excessivement l'eau de la Loire. C'est une sorte de petit coquillage. Et qui serait intéressant d'utiliser pour purifier l'eau à très grande échelle. La Loire est trop propre parce que ça empêche les autres espèces de se nourrir. Beaucoup de méthodes thermiques, distillation, pervaporation, mais nous on va surtout discuter les méthodes membranaires parce que c'est ce qui se rapproche directement de la nanofluidique. Donc RO, c'est l'acronyme pour osmose inverse, on y reviendra, électrodialyse, etc. etc. Donc c'est connu qu'il y a un besoin de science. Je pourrais vous sortir il y a énormément de revues scientifiques là-dessus. J'en ai pris une de 2008, c'est dans la revue Nature. Et si on compare ça aux besoins d'innovation que rapportent les industriels, il y a besoin d'augmenter les flux dans les membranes, parce qu'on va voir, ça c'est un des points clés, que les flux, les membranes de dessalement ou de purification générale ont des faibles perméabilités, ça c'est un point problématique. Systématiquement, dès que vous allez voir un industriel, il vous parle de colmatage, de fouling, c'est-à-dire le fait que les membranes s'encrassent. Et donc, pour nous, scientifique, ça nous paraît très loin, mais en fait, c'est un problème central qu'il faut prendre en compte. Économie d'échelle et solutions à petite échelle, et ça, c'est intéressant parce que les membranes de dessalement, c'est conçu pour être à échelle massive. Et or, par exemple, si vous prenez le développement de l'industrie de l'hydrogène, on aura besoin d'eau fraîche, et des énormes volumes d'eau fraîche, parce que l'hydrogène ne peut pas utiliser l'eau salée. Et il va falloir ça un peu partout. En fait, c'est donc des solutions très délocalisées. Et donc les monstres construits pour le dessalement, ces usines de centaines de millions de dollars, ça ne peut pas être fonctionnel. En fait. Donc il faut trouver des solutions à plus petite échelle. Évidemment, la plus petite échelle, c'est celle de l'humain individuel, ou de la maison individuelle, mais déjà des échelles industrielles locales, ça serait intéressant. Donc, comme je vous ai déjà dit, finalement, de façon sous-jacente, c'est un peu caricatural, et j'en suis désolé pour les gens qui travaillent sur les domaines des membranes, mais il y a quand même vraiment de façon sous-jacente une vision de tamisage dans la séparation membranaire. C'est-à-dire que vous avez des membranes qui agissent comme des passoires avec des trous, et les petites particules passent à travers, pas les grosses. Et ça, c'est ce qui, par exemple, quand vous avez toutes les particules que vous voulez séparer, eh ben, vous avez des porosités de membrane qui sont adaptées. Par exemple, l'ultrafiltration, c'est autour de la dizaine de nanomètres et moins. L'osmose inverse, c'est plutôt en dessous de 7 angstroms, typiquement de taille de porosité caractéristique. Donc, évidemment, je vous ai parlé beaucoup de nanofluidique. Qu'est-ce que peut la nanofluidique là-dedans? Et donc, l'idée, c'est qu'on a mis en évidence, et je vous ai montré, il y a des effets de frottement faible, de glissement, des effets très non linéaires, de transport non linéaire ionique, des membranes actives,
etc., etc. Est-ce que vous pouvez prendre ces effets-là et puis en tirer quelque chose pour l'application? Donc en particulier, c'est ce que je vais vous montrer sur quelques exemples, notamment de transport non linéaire. Et le deuxième point, et comment on verra, c'est le fait qu'il y a une forme de révolution depuis 5 ans, en gros, enfin, peut-être un peu plus longtemps, mais sur l'apparition de nouveaux matériaux pour la séparation, notamment les matériaux bidimensionnels, matériaux membranaires lamellaires, dont je parlerai ici, et après il y aura le séminaire de Damien Voiry qui nous en reparlera avec les travaux qu'il effectue à Montpellier. Donc en un dessin, c'est ce que je vous ai montré sur les Shadocks, c'est exactement ça. La nanofluidique, on passe de la passoire classique à est-ce qu'on peut faire des choses un petit peu bizarres. Alors, l'osmose inverse. Je vais rentrer un peu dans le détail technique de l'osmose inverse. Et donc, c'est un survol, en fait, c'est juste pour donner un peu les points essentiels de ces approches-là et qu'est-ce qui est important. Donc, l'osmose inverse, ça se fait dans ces... je vous ai montré tout à l'heure l'usine d'Ashkelon, ça se fait dans ces tuyaux. En fait, ces tuyaux-là, c'est vraiment une membrane qui est enroulée sur elle-même. Et c'est-à-dire que c'est une membrane en spirale, comme ça. Et en fait, quelque part, vous avez en parallèle l'eau, vous avez l'eau salée qui rentre, et au fur et à mesure, l'eau passe à travers les membranes dans un circuit spécifique. Et à la sortie, ici, vous avez séparé en 2 tuyaux avec l'eau fraîche et de l'autre côté, la saumure. Donc une eau très... Donc ça, c'est typiquement... donc en gros, ça revient à une membrane. Et l'énorme difficulté, c'est comment on sépare l'eau des ions. Et l'ion NaCl, le diamètre des ions, alors on considère en général le diamètre hydraté, c'est-à-dire un ion plus une couche d'hydratation autour, c'est-à-dire que vous avez par exemple Na+, et puis des molécules d'eau autour, et l'ensemble de ça, ça fait à peu près 7 angstroms, environ, grosso modo. Et donc ça, c'est les ions hydratés, les tailles, vous voyez 7 angstroms pour le Na+, 6,6 pour chlore, puis après évidemment des diamètres différents pour les divalents, H+, etc. Donc il faut des membranes dont la porosité soit inférieure à ça. Alors en fait, en termes de membrane, je fais souvent des dessins avec des pores de ce type-là, comme ça. En fait, une membrane, c'est des membranes plutôt polymériques ou de cellulose que je vais vous montrer. C'est plutôt en fait un plat de spaghetti, c'est des polymères. Et donc, il ne faut pas considérer ça comme vraiment des porosités bien définies. C'est plutôt un système qui a une certaine taille. Et Jean-François là, pourrait nous faire un cours complet là-dessus. Et donc, cette taille-là, on veut qu'elle soit de l'ordre du nanomètre. L'autre prérequis pour ces membranes, et c'est ça c'est la solution à ce problème-là qui a fait que la filtration membranaire a explosé depuis les années 70, c'est qu'il faut que ces membranes supportent la pression osmotique. Et la pression osmotique, je vous ai dit, pour l'eau, c'est 30 bars. Et en fait, les pressions d'utilisation, c'est 50-70 bars. Donc ça, c'est des pressions absolument gigantesques. Et une pression absolument gigantesque, ça veut dire qu'il faut, cette membrane, elle subit cette pression directement. Évidemment, il ne faut pas qu'elle se déchire. Et donc, ces membranes, en fait, elles ont des structures hiérarchiques, en général, comme c'est dessiné ici. C'est-à-dire, en général, il y a une partie... donc, je vais revenir sur l'interface lobe, la membrane type lobe. Mais c'est une structure avec une porosité ultra fine en surface, qui est sur la couche supérieure, et après une structure beaucoup plus grande, avec une porosité beaucoup plus grande, mais qui est là pour assurer la mécanique du système. Donc c'est des membranes qui sont par nature composites, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc ça, ce qui a vraiment développé tout ce domaine-là, c'est en gros cet article et les brevets associés, c'est le Lubbs-Souirajan membrane. C'est la réalisation que des membranes de cellulose acétate, donc c'est de la chimie un peu particulière, avaient des propriétés de séparation pour le sel et de filtration en osmose inverse. Donc ça, c'est l'article original dans les années 60, et ils avaient développé des systèmes, et je suis toujours assez épaté en fait, des réalisations des années 60, parce que là, ces systèmes-là c'est des très beaux systèmes expérimentaux en inox,
avec des membranes cellulose acétate qui sont posées, et c'est ici des pressions, on voit ici jusqu'à 1500 PSI, ça fait 100 bars. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même des très beaux systèmes, voilà, et on sait que c'est pas facile à réaliser. Donc ça c'est les membranes de cellulose acétate qui ont vraiment révolutionné le domaine des membranes et qui ont fait que dans les années, on est passé de beaucoup de dessalement par distillation, évaporation, où on chauffe, et puis à des méthodes plutôt membranaires par osmose inverse, c'est-à-dire faire passer l'eau à travers ces membranes. Donc il y a d'autres types de membranes, par exemple polyamide et ce qu'on appelle les thin film composites, mais le principe est en gros le même, c'est qu'il y a plusieurs couches de polyamide, un polysulfone microporeux, et puis après un support, un réseau de polyester. Et donc c'était vraiment toute une ingénierie, mais ça, voilà, ça peut être fabriqué à des échelles, vous voyez, du million de mètres carrés, et c'est ça qui a tout résolu. Donc voilà, on en revient là. Alors, là où il faut regarder les performances en fait, de ces membranes, et je vous ai déjà cité cet article-là, parce que dans les membranes, évidemment, plus la taille de pore est petite, plus vous avez la sélectivité, c'est-à-dire que vous séparez ici à travers une mèche de 7 angstrom, vous allez séparer l'eau du sel, mais par contre, vous savez que, par exemple, un flux d'eau, c'est en taille, en rayon de pore puissance 4 fois une certaine pression, enfin j'oublie les autres facteurs, mais donc évidemment, si j'ai une taille de pore qui diminue, le flux va chuter radicalement. Et donc, ça, c'est ce que je vous avais déjà montré sous la forme du conflit ou du compromis entre sélectivité et la perméabilité. Et si on imagine c'est une échelle log-log, ben en fait, évidemment, plus vous êtes sélectif, moins vous êtes perméable, et vice-versa. C'est rien d'extraordinaire à penser, mais tous les résultats se mettent en gros dans ces échelles-là. Par exemple, ici, alors là c'est dans le sens inverse sur cette revue, c'est une revue sur le dessalement. Réjection ici du sel et la perméabilité. Donc évidemment, vous avez des réjections énormes ici. Alors, tous les zéolithes, ça c'est tous les matériaux zéolithes de type poreux, ont des perméabilités très faibles. Les membranes, donc d'eau film par exemple, c'est des membranes d'osmose inverse de type thin film composite, qui ont des perméabilités bien meilleures que celles-là, mais qui restent assez faibles. Les nanotubes de carbone ont des excellentes perméabilités, ça je vous en ai déjà discuté, mais avec malheureusement, enfin en tout cas sur celles qui ont été testées, ça c'est notamment les expériences de Bakagine, des taux de réjection relativement faibles. Et donc, en fait, évidemment, tout ce qu'on veut, nous, c'est être là-bas. On veut très forte réjection, très forte perméabilité. Et ça, c'est le cercle vicieux et rend le cercle carré. Alors, juste un chiffre que je vais réutiliser souvent, c'est qu'une membrane de dessalement, pour avoir un ordre de grandeur, c'est que ce qu'on arrive à faire passer, c'est une perméabilité, donc un flux de l'ordre de quelques litres par mètre carré, par heure et par bar. Et je trouve que c'est une unité finalement qui dit assez bien ce qui se passe. C'est-à-dire vous mettez un bar, ce qui est déjà une très forte pression sur 1 mètre carré, et vous mettez de l'eau de mer d'un côté, vous allez avoir quelques litres d'eau que vous pouvez boire de l'autre côté. Donc ça vous dit aussi que la perméabilité en fait, est extrêmement faible pour ces systèmes-là. Donc, alors, je vous ai dit, j'ai beaucoup insisté sur le tamisage. Évidemment, on a eu tout ce cours sur le tamisage, le cours 4, sur les effets électrostatiques, etc. Évidemment, donc, par exemple, ça c'est une revue de Slava Freger. Et bon, si on dit, lui, il prend un point de vue en disant, voilà, si on devait faire une membrane qui soit la plus efficace possible, en fait, évidemment, il faudrait que les pores soient le plus petits possible, mais en fait, il faut beaucoup jouer aussi sur les constantes diélectriques. En fait, les polymères, c'est aussi intéressant pour ça, parce que la constante diélectrique est faible, et comme je vous ai montré, les énergies de barrière pour entrer dans un système avec une faible perméabilité diélectrique sont très fortes. Donc en fait, c'est plutôt ces effets-là qui peuvent être super intéressants pour les membranes semi-perméables. Donc pour les gaz, bon, là je parle du CO2 parce qu'évidemment le CO2 c'est un énorme sujet. Donc il y a un peu les mêmes principes entre guillemets, sauf que là c'est plutôt des membranes à base d'amine qui sont utilisées. Mais je ne vais pas du tout discuter ça. Alors,
juste la séparation membranaire. Donc là, je vais revenir peut-être à quelques aspects basiques. En fait, je vais discuter là pendant 2 slides les principes de base de la séparation membranaire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette littérature-là, qui en même temps est une vieille littérature qui date des années 60. Je vous ai cité la semaine dernière Kedem-Kachalski. Voilà, Kedem était un de ceux qui a beaucoup, enfin les deux ont beaucoup contribué. Ici, je mets un article de Kedem et un autre co-auteur. Et donc, le principe de base est assez ancien. Mais en même temps, c'est des sujets qui sont toujours d'actualité, où il y a toujours en fait, ça veut dire que la description théorique n'est pas complètement évidente en fait, du transport de fluides et d'ions à travers ces membranes. Par exemple, là, c'est un article très récent du groupe de Todd Squires dans Science 2022 qui discute justement comment on peut décrire le transport des fluides et des solutés à travers des membranes. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est extrêmement moderne par certains aspects. Donc les principes de base, je vais vous les donner aussi parce que ça permet en gros d'avoir le background et comment ces choses-là sont traitées, puis quelques warnings parce qu'il y a des choses qui ne me paraissent pas complètement claires dans ces approches standards. Donc la grande question dans ces systèmes, qui était beaucoup discutée dans cette littérature, c'est est-ce qu'on doit considérer des systèmes de pores, comme moi j'ai beaucoup discuté dans tout le cours, ou finalement c'est une membrane, c'est un milieu continu à travers lequel passent des solutés. Et ça, il y a diverses modélisations qui décrivent ces différents aspects. Donc là, je reprends par exemple les arguments de cette revue tutorial de Martin Biesheuvel, que vous pouvez aller voir, qui est plutôt bien fait, qui décrit un petit peu les principes de base. En fait, à la base, donc je vais décrire un petit peu aussi pour donner un angle de vue un peu critique sur ces approches. Le principe de base, c'est que en gros, à l'intérieur, vous avez un milieu avec un certain coefficient de diffusion et vous faites traverser, le soluté va traverser, et s'il traverse mal, le coefficient de diffusion, finalement, est faible. Donc, finalement, la sélectivité est cachée derrière quelque part dans le coefficient de diffusion. Donc, le flux de soluté, comme on a discuté pas mal de fois, ça va être le coefficient de diffusion dans la membrane, le gradient, donc là je fais un modèle à une dimension, donc là je prends une espèce, je ne vais pas en prendre lesquelles. Alors il faut moduler le coefficient de diffusion par le fait que vous frottez les ions frottent sur la membrane, donc ça fait un facteur correctif, peu importe. Et il y a évidemment, là c'est le soluté qui bouge, et en fait il y a de l'eau qui bouge avec. Donc a priori il faudrait dans l'absolu faire un modèle à 2 fluides, et c'est ce que fait d'ailleurs Todd Squires dans son approche, et un peu aussi Martin Biesheuvel. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait vraiment avoir le flux d'eau et le flux ionique séparé, puis combiner les deux. Et donc, simplement, le flux d'eau, ici, je le décris juste, OK, j'ai un flux convectif d'eau comme ça. Et donc, de façon assez basique, il y a 2 approches en tout cas, cette littérature considère que ces 2 approches à moitié incompatibles, mais qui sont 2 degrés d'approximation. En gros, on va faire une première approche qui est où on va négliger complètement la diffusion à l'intérieur, c'est-à-dire dire que finalement le gradient est négligeable à l'intérieur, c'est essentiellement convectif, et une approche où il faut prendre les deux en compte. Et alors, dans tous ces approches-là, et c'est là où j'ai un warning, c'est que souvent est fait une hypothèse supplémentaire qui dit que, là ici c'est ce qu'on appelle le perméa, donc permeate, et ça c'est le feed, c'est là où on applique, le retentate. Et la concentration ici du sel, du soluté dans le côté perméable, il y a une hypothèse très forte qui est en général faite dans ces calculs, c'est dire que c'est le flux de sel divisé par l'eau, la quantité d'eau. Alors en fait, c'est assez bizarre comme hypothèse, mais en gros l'idée c'est que si vous faites une filtration, par exemple vous faites une goutte ici comme ça, de sel, et ben vous avez une certaine quantité d'eau ici et une certaine quantité de sel, et donc la concentration correspondante, c'est le rapport entre la quantité de sel que vous avez transmise et la quantité d'eau. C'est-à-dire, c'est quoi la petite bassine que vous avez créée ici de ce côté-là. Donc ça, c'est une équation qui s'appelle Permeate Equation, et clairement, c'est une équation qui devient très fausse quand on commence à mettre du flush, c'est-à-dire qu'on commence à mettre des flux d'eau, etc. Je vous dis ça parce qu'en fait, les descriptions qui sont faites là, qui sont souvent reprises sans discussion, sont en fait basées pleinement là-dessus. Donc, par exemple,
si je fais ce qu'ils appellent ce fameux modèle SD, donc là, une fois qu'on a ça, c'est très simple, parce que dans le modèle SD, on suppose qu'il n'y a pas de diffusion. On néglige la diffusion. Auquel cas, le flux de sel, c'est essentiellement du flux convectif. Et ça, le flux de sel, c'est aussi la concentration en perméa fois la quantité d'eau. Et voilà. Et donc de ça, on peut arriver à plusieurs choses. C'est d'une part que la quantité, c'est le coefficient de diffusion, le flux, c'est le coefficient de diffusion. Pardon, en fait, je vais pas le mettre comme ça. Je vais plutôt dire, je mets selon une loi de Fick, et puis je vais l'écrire très simplement sous la forme d'un L, K fois la différence de concentration, donc le perméa moins le soluté sur l'épaisseur. Et ça, pardon, je dis que c'est la concentration perméa fois la vitesse de l'eau. Et donc, de ça, vous pouvez avoir que Cp, vous le remplacez, ça fait V water plus, ça c'est ce que j'appelle Km, KMK, fois Cf. Et donc, quand... attendez, non, n'importe quoi. C'est KMK sur KMK plus V water. Et donc, le rapport entre le perméa et ce que j'ai de l'autre côté, c'est ce rapport-là. Et ce qui est rejeté de la membrane, c'est justement 1 moins ce rapport-là. Et donc, dans ce cas-là, ça va faire V water sur V water plus KM. Et donc ça, c'est que la réjection dépend du flux d'eau. Alors en général, on définit un nombre de Peclet qui est le flux d'eau sur la perméabilité. Je crois que je l'ai défini comme ça ici. Et en fait, vous voyez que on a une sorte de courbe comme ça, qui tend vers 1 et qui est 0 quand la vitesse de l'eau est 0. Et c'est typiquement ça que je critique un peu, dans le sens où cette description-là, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens que la réjection dépend de la vitesse du fluide. Mais ça, c'est une anomalie qui vient de cette hypothèse de l'équation pour le perméa qui suppose qu'il n'y a pas de flush dans le système. Quand vous commencez à mettre le terme de convection, donc là j'ai mis le terme de diffusion, je n'ai pas mis le terme de convection, donc c'est l'autre approche qui est SF, qui est surface friction, enfin c'est des approches comme ça. En gros, maintenant, vous avez deux termes ici. Donc c'est moins KD dc sur dx moins V water kc. Donc ça, c'est une équation différentielle. Et en gros, on a, c'est une équation qui, en fait, est une solution en exponentielle alors ça va faire ça sur KD sur VW. Et donc si maintenant vous faites à peu près le même type de calcul, je ne vais pas le refaire là, et donc vous allez aboutir à cette expression du flux en fonction de l'exponentielle du Peclet, qui donne un taux de réjection qui, une nouvelle fois, dépend du Peclet, mais de façon plus drastique, et qui, en fait, dépend plus fortement du Peclet. Bref, je vous ai donné ces approches essentiellement parce qu'on les voit traîner en fait, dans toute cette littérature-là, et qu'il faut quand même garder une certaine distance par rapport à ces approches, parce qu'elles dépendent crucialement de cette hypothèse du perméa qui me semble pas relevante. Donc voilà, en gros, comment c'est discuté. En général, il faut prendre en compte un phénomène que je n'ai pas du tout pris en compte, parce que là, j'ai dit, OK, j'ai la concentration ici dans le réservoir, j'ai du soluté dans le réservoir, concentration du soluté dans l'autre réservoir, dans le perméa. Mais en pratique, vous imaginez bien que s'il y a un flux de soluté, ou si vous mettez un flux d'eau,
on va avoir une concentration du soluté qui peut éventuellement s'accumuler. Enfin, c'est juste dire que ça passe mal, donc ça s'accumule. Et donc il y a des discontinuités, comme c'est représenté sur ce schéma ici, là, comme ça. Discontinuité de la concentration ionique, voilà, qui correspondent au fait que la concentration là n'est pas égale à la concentration à l'infini. Donc ça, c'est la polarisation de concentration, et je vais y revenir dessus après. Mais souvent, dans les descriptions là, de membranes, c'est décrit par un modèle de couche limite. Vous supposez qu'il y a une couche limite sur une certaine distance ici, et cette couche limite est liée au flush, flush, ça veut dire le brassage de l'eau qu'on arrive à décrire. Donc ça, c'est typiquement, voilà, avec ça, vous pouvez faire à peu près les approches décrites dans la littérature, les comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du colmatage. Alors, le colmatage, c'est lié directement à ça, quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, si vous passez à travers une membrane, vous allez accumuler des particules ici, notamment des particules que vous ne voulez pas forcément, c'est-à-dire autres que le soluté, et ça encrasse les membranes. Et l'encrassement, pour moi, ça me fait penser directement, si vous connaissez ce que les Anglais appellent la French press, c'est cafetière Bodum, c'est exactement ça. Cafetière Bodum, vous voulez séparer l'eau et le café du marc de café, et vous filtrez, justement, vous appliquez une force pour séparer. Et cette force, si vous avez déjà fait l'expérience, parfois c'est tout facile, et parfois il faut une force considérable pour faire partir le gâteau de marc de café. Et ça, c'est parce que, en fait, ce colmatage, si les particules commencent à s'agglomérer assez fortement, ça va créer une membrane supplémentaire qui a une certaine perméabilité, et donc ça devient difficile. Ce qui va être limitant, c'est de passer à travers ce colmatage. Donc il faut absolument l'éviter. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que si vous allez regarder dans la littérature des poissons, il y a toute une discussion, parce que les poissons, il y a toute une catégorie qui absorbe le plancton. Et donc la question, c'est exactement ces questions-là qui sont pertinentes, c'est de savoir comment éviter l'accumulation de certains objets biologiques qui pourraient boucher les systèmes qui permettent de manger en fait, aux poissons. Bon, c'est décrit dans cet article, c'est assez amusant. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des voies d'optimisation pour ces systèmes de colmatage qui pourraient s'inspirer de ces systèmes dans la nature. Ok, donc là, c'était, en gros, je voulais vous faire une intro et puis dire, voilà, en gros, ce qu'on sait et la façon dont les gens l'abordent dans la littérature, avec ces modèles qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont là et que les gens admettent dans cette littérature-là. Donc, mais ce qui m'intéresse moi plutôt, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est comment aller au-delà de tout ça. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit, les membranes de dessalement, c'est quelques litres par mètre carré par heure par bar. Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux que ça ? Et la réponse est oui, avec certains matériaux. Est-ce qu'on peut faire certaines filtrations spécifiques ? Je ne vais pas trop en discuter, mais c'est possible. Et il y a toute la question des contraintes mécaniques pour élargir le spectre de matériaux. Donc je vais séparer en deux parties. Je vais d'abord discuter des nouveaux matériaux de membrane, et ensuite je parlerai des nouvelles approches. Et alors, dans les nouveaux matériaux, dans la leçon, je vous ai parlé rapidement, il y a toute une catégorie d'études où on essaye de s'inspirer de la nature directement. Donc je vous ai dit, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Aquaporine qui essaye vraiment d'insérer des aquaporines dans les membranes. À Montpellier, il y a le groupe de Mireille Barboyou qui essaye de faire des systèmes qui ressemblent à des canaux ioniques, qu'ils arrivent à insérer dans des membranes et qui, grâce à ces systèmes-là, peut avoir des perméabilités un peu supérieures. Et donc, c'est un avantage. Ça fait des membranes avec des propriétés particulières. Donc voilà, c'était un exemple de dire on peut s'inspirer. Mais ce qui va plutôt m'intéresser, moi, c'est vraiment la révolution des matériaux 2D. Et je vous ai déjà beaucoup parlé du graphène. Et donc le graphène, c'est un feuillet monomoléculaire de carbone. Et tous les matériaux 2D, c'est du même principe. C'est-à-dire que vraiment, on a un système qui est grand latéralement et qui fait une couche atomique, typiquement, ou quelques couches atomiques, perpendiculairement. Et ça, on peut en faire des matériaux à grande échelle. Et ça, c'est des matériaux de type... Vous voyez, c'est comme si on accumulait, je vais vous montrer comment on le fait, on accumule des feuillets de graphène les uns sur les autres, ça fait une sorte de millefeuille,
Et ces millefeuilles, on peut en faire des surfaces grandes. Donc grandes à l'échelle du laboratoire, c'est des cercles comme ça peut aller jusqu'à la feuille A4 typiquement. Je vous montrerai des réalisations à même à plus grande échelle. Et dans ces matériaux-là, l'eau suit une sorte de labyrinthe. Et si la distance entre les feuillets ici est de l'ordre de quelques angstroms, comme je vous disais tout à l'heure, en tout cas sous le nanomètre, c'est des matériaux qui sont intéressants pour la filtration. Donc ça m'amuse ici, c'est que cette filtration, elle ressemble vraiment aux lignes anglaises qui ont ce respect de la queue. Et, alors, le graphène. Alors, le graphène, c'est, avant de parler du graphène oxide, le graphène en soi, c'est une membrane intéressante. Et ça a été pas mal exploré dans ce sens-là. Donc il y a eu pas mal de travaux, il y a eu notamment des simulations, puis après des expériences que je vais vous montrer. L'idée, c'est que si vous avez une perméabilité, si vous avez un flux à travers un pore de rayon R, donc de diamètre 2R, typiquement, comme je l'ai écrit tout à l'heure, la perméabilité, c'est R4 sur eta L, où L est l'épaisseur de la membrane. Par exemple, si je... Comme ça. Et donc, évidemment, si L tend vers 0, donc ça, c'est ce qu'on appellerait la perméabilité, ou la perméance, ça dépend de ce qu'on définit. Ben, cette perméance L hydro, elle tend vers l'infini. Donc, évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un matériau monomoléculaire, parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que le gradient de pression ne se fait pas aux deux extrémités, mais se fait au travers d'un feuillet, de chaque côté d'un certain feuillet, et donc sur une échelle vraiment infiniment petite. Alors en pratique, quand L tend vers 0, cette formule-là se casse la figure. On a un écoulement qui a une forme un petit peu particulière, qui s'appelle l'écoulement... Ça, c'est un problème qui a été résolu par Samson il y a très longtemps, c'est en 1891. Et en gros, l'idée, c'est que dans cet écoulement, si vous devez résoudre Stokes, parce que là, je reste à l'échelle macroscopique, en gros, si vous devez résoudre Stokes au travers de ce pore, vous allez avoir que la vitesse sur la taille caractéristique, qui est le carré, c'est le gradient de pression sur la taille caractéristique, qui est lui-même R. Et donc, la vitesse... La vitesse étant R delta P sur eta, et donc le flux qui est pi r carré fois la vitesse typique, c'est en R cube sur eta delta P. Alors il se trouve que le vrai préfacteur, c'est R cube sur 3 eta delta P. Ça, c'est le calcul de Samson c'est un vrai calcul intéressant qui n'est pas complètement évident à faire. Il faut utiliser des systèmes de coordonnées un peu particuliers pour le résoudre, Navier-Stokes dans ces situations. Toujours est-il que si vous avez cette perméabilité, si vous mettez des tailles caractéristiques, c'est-à-dire que vous mettez un rayon de 7 angstroms, enfin un diamètre de 7 angstroms pour filtrer l'eau, et par exemple, si vous étiez capable d'avoir une porosité assez élevée, mais qui peut être caractéristique, par exemple, c'est 10 puissance 13 pores par centimètre carré de membrane. Donc, il faut multiplier par le nombre de pores qu'il y a par mètre carré, vous obtenez une perméabilité qui est de l'ordre de quelques milliers de cette unité, c'est-à-dire des litres par mètre carré, par heure, par bar. Et donc, vous voyez, on passe de 1 à 10 puissance 3. Donc, c'est évidemment, donc, il y a une augmentation absolument gigantesque de la perméabilité. Donc, tout ça, c'est théorique. Il y a des expériences qui ont été faites, alors pas sur des pores nanométriques, c'est des pores entre quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres à des microns, au travers du graphène. Et typiquement, c'est dans le groupe de Park, Hongyu Park à Séoul. Donc ça, c'est l'unité.
en fonction du diamètre. Et les pointillés, c'est cette loi de Samson, donc c'est un petit peu en dessous, mais en gros, ça vérifie cette loi d'échelle en R puissance 3 que je vous ai montré là. Donc, dans l'absolu, cette description-là fonctionne complètement. L'énorme difficulté, c'est que comment on fait des membranes comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait même faire 1 mètre carré de membrane avec des porosités de ce type-là, avec des pores de quelques angstroms? Alors, il y a un collègue qui y croit beaucoup, c'est Rohit Karnik, qui est au MIT, et qui a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de faire le scale-up du graphène, pour en faire des vraies membranes. Et donc, je vous renverrai vers ces travaux si ça vous intéresse. Ça reste un énorme défi quand même, parce que alors, il y a plein de... Il y a le fait déjà de fabriquer du graphène à très grande échelle. On pourrait se dire, bon, toute l'industrie électronique utilise le graphène, et donc on pourrait utiliser tout ce savoir-faire pour faire des mètres carrés de membrane de graphène, ça serait possible. Le reste que ce graphène, souvent, il y a pas mal de défauts, donc il faut d'abord boucher les défauts avant d'en créer certains spécifiques. C'est-à-dire, parce que là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des défauts de l'ordre subnanométrique. Or, en général, il y a des défauts bien plus gros que ça dans le graphène. Donc, il a développé notamment des approches pour boucher les défauts, puis après refaire des défauts contrôlés. Bon, vous voyez, c'est un peu, c'est un sport assez compliqué. Donc, voilà, Rohit Karnik y croit, il développe une activité là-dessus. Personnellement, je reste dubitatif, pour dire le fond de ma pensée. C'est-à-dire que ça va être compliqué de faire le scale-up complet du graphène, et encore moins sur des centaines de mètres carrés. Mais le point qui était intéressant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a ces membranes de graphène oxyde sur lesquelles il y a une littérature florissante. Ces membranes de graphène oxyde, je vais vous décrire en gros comment on les fabrique, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des feuillets de graphène suspendus dans l'eau. Donc un feuillet de graphène, c'est typiquement un flocon qui fait, on va dire, pour simplifier, une épaisseur atomique et des microns de large suspendus dans de l'eau, et avec lequel on sait fabriquer des membranes, c'est-à-dire qu'on sait mettre ces flocons les uns au-dessus des autres, et on a des formes de millefeuilles, et ça fabrique une membrane. Donc Damien en reparlera probablement du géo et aussi des membranes de MOS2 après, un peu plus exhaustivement. Il y a une énorme littérature là-dessus, enfin, une explosion un peu dans tous les coins, avec l'idée que ces membranes, en fait, elles conservent une partie des propriétés que j'avais décrites pour le carbone. Je vous ai dit, le carbone, il y a quand même, par exemple, des propriétés de frottement un peu particulières, une friction assez faible sur l'eau. Ici, c'est ce qu'on appelle graphène oxyde, c'est-à-dire c'est du graphène oxydé, il y a des défauts, mais on garde quand même une partie de ces propriétés de frottement faible, ce qui fait que la perméabilité, on peut s'attendre à ce qu'elle soit grande, et on va la calculer tout de suite. Juste pour dire comment on fabrique ces choses-là. En fait, c'est connu depuis très longtemps, finalement, le graphène oxyde. C'est un processus qui s'appelle le Humer. Et l'idée, c'est qu'on part du graphite. Et donc, je ne suis pas chimiste, mais je me soigne. Donc, en ajoutant du permanganate de potassium dans une solution d'acide sulfurique et de nitrate de sodium, ça c'est le procédé Humer, mais bon, il y a pas mal de dérivés, on arrive en fait à faire exploser quelque part le graphite. Et donc, c'est-à-dire ce graphite qui est vraiment une succession de plans comme ça, mais de façon ultra ordonnée, on arrive à enlever les plans les uns par rapport aux autres, donc une exfoliation. Et cette exfoliation permet de faire ces feuillets donc, que j'ai décrits, et qui ressemblent grosso modo à ça à la fin. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça, ça conduit à une oxydation assez forte du graphène, donc c'est plus vraiment du graphène propre, hein, parce qu'il y a plein de groupes COH, des liaisons un peu particulières, donc tout un tas de groupes chimiques. Mais à la fin des fins, on a des systèmes quand même bidimensionnels, qui flottent dans de l'eau. Et ça, par exemple, ça c'est ce que vous pouvez acheter maintenant chez le commerçant. Vous allez sur un site web, vous pouvez vous acheter 2,5 litres de graphène, comme ça. Et alors, ce qui me frappe le plus, c'est les méthodes de fabrication. Parce que c'est incroyablement facile. Et ça, c'était
Moi, ça reste toujours une surprise et c'est un point que je ne comprends pas. C'est-à-dire que comment vous fabriquez une membrane à partir de cette solution? En fait, il y a plusieurs voies, dont certaines sont suivies jour après jour dans le laboratoire par Lucie, Mélissa, Mohamed. Et donc, typiquement, une des méthodes qui est réalisée souvent dans le laboratoire, c'est ce qu'on appelle une méthode de filtration. C'est en fait simplement, vous mettez en gros votre solution là et vous filtrez l'eau par du vide. C'est-à-dire vous enlevez l'air. Et en fait, naturellement, ce système, en filtrant, va enlever l'eau et va aboutir à cette phase ici, comme ça, comme je vous le décris ici, c'est-à-dire un millefeuille, comme la pâtisserie, de flocons de graphène. Extrêmement bien organisé. Et à la fin, ça fait, suivant la taille du bécher ici, vous avez quelques centimètres. Vous pouvez imaginer avoir une feuille A4 ou plus si vous voulez. Il y a d'autres méthodes, par exemple, c'est une méthode qu'on appelle Dr Blade. C'est un grand mot pour juste dire qu'on racle. En fait, c'est encore plus simple, c'est qu'on a une solution pâte et on racle, et ça fait naturellement ces membranes-là. Et pour moi, c'est un vrai mystère et c'est une surprise, parce que pour avoir travaillé beaucoup avec les argiles précédemment, on sait que les argiles, c'est aussi des systèmes bidimensionnels comme ça, et ça fait tout sauf se positionner comme ça. Ça fait des systèmes très désordonnés. Là, ça fait un ordre, disons, on va dire nématique, c'est-à-dire tout le monde se positionne extrêmement bien les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une forme de miracle. Donc pour moi, il y a un point à comprendre là-dessus qui n'est pas clair, mais tant mieux. Et c'est-à-dire que ça, on peut faire ça dans sa cuisine, il n'y a aucun problème. Donc après, ça a été décliné en plein de façons. Et ce qu'on voit apparaître tout doucement, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce domaine, c'est que, évidemment, les premières méthodes, c'était Dr Blade, après la filtration. Maintenant, on voit apparaître dans la littérature ce qu'on appelle les roll-to-roll. Le roll-to-roll, c'est le principe de la fabrication membranaire. C'est vraiment faire des rouleaux, en fait, de graphène. Et par exemple, là, c'est une start-up australienne qui s'appelle Nematic, qui propose déjà des tubes de membrane de graphène oxide. Et donc ça c'est l'échelle que comprennent les industriels, justement. Et donc c'est pour vous dire que le scale-up, en fait, il est en cours pour les membranes de graphène oxide. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera encore réussi, mais on va pouvoir utiliser ces membranes à plus grande échelle. Juste pour donner une idée, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré un bidon de 2,5 litres. Avec 2,5 litres, j'ai fait ça sur un coin d'enveloppe, c'est-à-dire 2,5 litres à 2% en masse, ça fait à peu près 1000 m² de membrane géo de 100 nanomètres d'épaisseur. J'ai mis ça, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les conversions. Et ça, ça fait typiquement 50 centimes le mètre carré. Donc c'est pas cher en fait. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses, mais ce n'est pas des membranes qui sont excessivement chères. Sachant que les membranes polymères, les tubes là, de 40 mètres carrés, c'est plutôt $10 le mètre carré. Et si vous l'achetez plane, c'est plutôt $100. Enfin, c'est plus les échelles. Donc ça veut dire que les membranes polymériques restent très chères en fait. Alors les performances, parce que finalement c'est ça qui est le plus intéressant. Donc là, il y a une cascade d'articles sur les 5 dernières années qui sont parus. Donc, je vous en présente un, parce qu'il a fait, c'est un de ceux qui était un petit peu phare là-dessus. Donc, dans le groupe de Raoul Nair et avec André Geim, où ils ont montré qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ces membranes, elles conservent des bonnes propriétés de perméabilité, mais elles permettent aussi de faire du dessalement. Et c'est-à-dire qu'il y a des propriétés de sélectivité, on arrive à contrôler la distance interfeuillée, de sorte que, je vais vous présenter ici. Le point clé, c'est que maintenant, vous voyez, l'eau, elle va faire un parcours ici dans le labyrinthe, et je vais revenir dessus dans un instant. Mais ce qu'on veut, c'est que le sel, en gros, hydraté, ne rentre pas dans cette couche ici, comme ça. Donc il faut que l'interlayer ici soit inférieur au nanomètre. Donc ça, c'est le cas, et c'est là où le diable se cache dans les détails. Ça reste compliqué à maîtriser. Et il y a ces membranes sont extrêmement faciles à faire, mais elles sont très, de mon point de vue, elles sont très
pas instable, mais d'un batch à un autre, vous allez avoir des propriétés qui vont varier assez fortement. Et ça, c'est parce que c'est difficile de contrôler exactement ça. On sait que ça va être de l'ordre du nanomètre, toujours, mais entre 7 nanomètres et 1,2, entre 0,7 nanomètres et 1,2, vous n'allez pas pouvoir le contrôler facilement. Et ça va influencer énormément, évidemment, la sélectivité par rapport au sel. Donc, alors, dans ce papier, ce qui était assez amusant quelque part, c'est qu'ils y ont été brute force. C'est qu'ils ont fait un système qui avait un petit gap, puis après ils l'ont collé. C'est aussi basique que ça. Ils l'ont collé dans une colle époxy, et ça maintient les feuillets les uns par rapport aux autres, et ça fait qu'on arrive à maintenir ce gap. Et ça, c'est un détail, c'est très basique, mais c'est le point clé de tous ces systèmes-là qui reste compliqué à gérer. Donc, je vous ai dit, ce système-là, il a une grande perméabilité. Est-ce qu'on peut l'estimer? C'était en fait la question qu'on s'était posée avec Hiroaki Yoshida il y a quelques années. La question, c'est est-ce que, voilà, il y a des résultats dans la littérature. Vous allez voir que des dizaines de litres par mètre carré heure bar. Mais à quoi on peut s'attendre explicitement? Et donc, c'est pour ça, là, je vous donne juste cette estimation dans ce principe-là. Donc, Hiroaki avait fait des simulations numériques de dynamique moléculaire, et bon, voilà, c'est-à-dire que là, c'est les perméabilités en fonction de ce gap, justement, ici, là. Et donc, et ça, cette distance, c'est une distance ici d'ouverture, ici, là, comme ça. Le D, c'est ça, et le H, c'est ça. Et en fait, si vous deviez faire un modèle de milieu continu, on sait que ça devrait être horriblement faux, un modèle de milieu continu. Puisque là, on a des échelles, vous voyez, typiquement quelques molécules d'eau. Mais on peut essayer, puis voir ce que ça donne. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous pouvez décomposer votre système, en fait, en un certain nombre d'effets d'entrée. Parce qu'en gros, ici, vous allez avoir un effet d'entrée sur une largeur D, où l'eau rentre et va se séparer comme ça. Ensuite, il y a un effet d'entrée ici. Ensuite, il y a une perte de pression le long de ce gap, un effet d'entrée là, et un effet d'entrée là, puis après je répète, avec le nombre de couches. Donc en fait, la perméabilité, c'est, si je décris ça comme ça, c'est une résistance d'entrée ici, c'est ce que j'appelle L hydro 1. Je sépare en deux, j'ai un L hydro 2, ça c'est l'entrée ici. J'ai la perméabilité le long de ce canal, c'est ce que j'appelle L hydro 3. Puis après, donc la même chose de l'autre côté. Et après, je reboucle avec L hydro 1. Et je continue ça n fois si j'ai n couches. Et en fait, chacune de ces perméabilités, en fait, c'est des perméabilités à la Samson, puisque c'est des effets d'entrée la plupart, sauf celle du milieu. Donc on a un effet d'entrée ici. Et en fait, cet effet d'entrée, là ici, je le définis par unité de longueur, parce que là, je suppose que c'est un système 2D pour simplifier. C'est pour ça que ce L hydro 1, il est en d au carré sur état. Le L hydro 2, il est plutôt en h carré sur état, avec les bons préfacteurs qui sont numériquement pertinents. Et le troisième, en fait, c'est la perméabilité au travers d'un canal. Et une perméabilité au travers d'un canal, c'est h cube sur 12 états. Et vous pouvez mettre du glissement. Et évidemment, ici, on sait que les systèmes de carbone, c'est ce qu'on a montré dans le deuxième cours, ils ont des longueurs de glissement très grandes. Et donc ça, c'est un avantage, par exemple, du carbone par rapport à je sais pas, des argiles ou d'autres matériaux 2D. Mais cette perméabilité-là, elle est très grande, en fait. Donc au final, vous avez ce système-là, quand vous faites ce modèle, déjà ça marche super bien, ça marche déraisonnablement bien même. C'est-à-dire que c'est la ligne rouge par rapport au point, vous voyez, donc ça arrive à être prédictif, ce qui est complètement insensé à cette échelle-là. Mais ce n'est pas complètement insensé parce que finalement, les effets principaux, c'est les effets d'entrée. Les effets d'entrée, ce n'est pas des effets moléculaires, parce que là, les gradients se font dans le volume. Et donc c'est pour ça que l'effet reste pertinent. Et on arrive même, par exemple, on avait pris plusieurs expériences là,
la perméabilité de l'expérience, on arrive à la reproduire en prenant les paramètres qu'on estime de l'expérience. Donc les chiffres sont... Enfin, il y a un accord qualitatif qui est vraiment très bon, vu la simplicité incroyable du modèle. Et là, typiquement, on arrive à des dizaines de litres par mètre carré par heure par bar pour ces géos. Alors, ça dépend du gap énormément, évidemment, et ça, c'est prédit par le modèle. Mais... Alors, il y avait une pathologie avec cet article de Nair qui donne une perméabilité gigantesque, mais c'était une erreur de ce papier qui avait mal considéré la pression appliquée. Donc, bon, je vais passer la porosité parce que ça, c'est un point important. Il y a d'autres matériaux, et ça, je pense que Damien, dans le séminaire après, va en discuter. Il y a les matériaux, justement, à base de MOS2. Enfin, il y a une révolution un peu dans ces matériaux 2D. Donc, il y a le graphène et le graphène oxide, mais il y a les matériaux à base de molybdène disulfide, il y a les argiles, les maxines. Et ça, c'est un papier réalisé par Lucie Ries avec Damien Voiry, où ils ont montré les perméabilités dans des systèmes... le dessalement au travers de membranes de MOS2, justement, qui auront les mêmes propriétés que le graphène oxide, mais avec une sélectivité différente. Et donc ça, je pense que Damien va nous en reparler juste après. Et là, c'est un autre exemple avec d'autres types de systèmes bidimensionnels. Je vous montre ces choses-là, ça fait un peu catalogue, mais je vous les montre parce que il y a vraiment une effervescence, en fait, sur ces matériaux-là. Et c'est un peu ça, c'est le message essentiel que je veux passer sur cet aspect-là. Un sujet qu'on discute beaucoup dans le laboratoire dans le cadre d'un projet européen. Il y a des collègues qui ont développé une méthode de fabrication de membranes très originale qui est basée sur des self-assembled monolayers qui déposent sur des surfaces assez grandes et qui irradient sous faisceau électronique. Et quand ça irradie, ça fait en gros, ça fait un système vitreux qui est complètement figé. Enfin, toute la structure est désordonnée, mais il reste des tailles de pores très organisées et avec l'épaisseur de la self-assembled monolayer qui fait quelques nanomètres. Donc ils arrivent à partir de ça, donc ça c'est par exemple un article, mais ils en ont d'autres, où donc c'est des collègues de Bielefeld, c'est Armin Goldshäuser et d'autres, où dans les premiers articles, ils arrivaient à des tailles de pores qui sont de l'ordre de justement 7 angstroms, enfin il y a une variabilité, mais typiquement la taille est de cet ordre-là. L'épaisseur de la membrane, c'est quelques nanomètres. Et les densités de pores qui sont entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14 pores par centimètre carré, et ça c'est énorme. Donc en fait, ils arrivaient à faire des membranes macroscopiques à partir de cette méthode qui était très, a priori relativement simple, et ces membranes ont des perméabilités gigantesques. Jusqu'à 650 litres, en tout cas sur ces exemples, 650 litres par mètre carré par heure par bar. Et je vous ai déjà parlé de ces simulations qu'avait réalisées Geoffrey Monet dans l'équipe, et où on retrouve en fait le même type, l'ordre de grandeur, on peut le retrouver, c'est un effet de type Samson en fait, au final, et qui justifie ces perméabilités qu'ils ont mesurées. L'énorme question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de faire le scale-up, et ça c'est ce sur quoi ils travaillent. C'est-à-dire que là, en gros, ils font des membranes de l'ordre du centimètre carré, mais après, la question, c'est comment on peut aller plus loin. Et ça reste une difficulté, mais j'aime bien cet exemple parce que ça montre qu'il est... Voilà, des idées, ça peut être farfelu, il faut les essayer, en fait. Et ce domaine-là a besoin d'aller vers des directions un peu comme ça. Donc le bilan de tout ça, c'est que de cette partie matériaux, c'est qu'effectivement, c'est possible avec certains matériaux d'aller dans ces zones-là, d'augmenter la perméabilité tout en gardant une excellente réjection. Et ça, c'est un des points qui est vraiment important pour les propriétés de dessalement. Et par contre, l'énorme défi, et ça c'est ce que je rapportais dans la leçon, c'est la mise à l'échelle. L'échec de la mise à l'échelle des membranes de nanotubes de carbone, qui pourtant, vous voyez, avait réussi quand même d'une prouesse technologique de réussir à faire ça sur une échelle de typiquement A4, voire plus. Et ça n'est pas possible de faire des millions de mètres carrés de cette membrane-là. Et donc, est-ce qu'avec le géo, ça sera possible? Parce que ça n'a rien à voir en termes de difficulté de fabrication de faire des géos et de faire ces membranes de nanotubes de carbone. Voilà, il y a vous voyez, ça c'est des prémices. Je pense que c'est les années qui vont venir, là, dans les années à venir, qu'on saura si c'est possible ou pas.
juste au passage, bon ça c'est des choses qui nous amusent en ce moment, enfin nous amusent. C'est qu'en fait ces membranes géo, elles sont aussi vachement intéressantes pour faire la séparation eau-alcool. Et par un phénomène qui est assez amusant de condensation capillaire de l'alcool dans les membranes de géo. Et c'est qu'une membrane de géo qui n'est pas a priori semi-perméable, c'est-à-dire qu'a priori l'eau passe à travers, l'éthanol passe à travers, s'il y a une condensation de l'éthanol à l'intérieur, elle devient semi-perméable. Il n'y a plus que l'éthanol qui passe. Donc ça, c'est des résultats qui ont été confirmés dans l'équipe. Et en fait, il y a une start-up américaine qui utilise ces résultats pour faire de la désalcoolisation des boissons, qui est une question un peu bizarre en France, mais aux États-Unis, c'est important. Nous, en France, ça serait la désalcoolisation des humains. Mais ça, on ne sait pas encore faire. Alors, là, je voudrais vous parler... donc, j'ai parlé de matériaux, maintenant, je voudrais plutôt parler de méthode. C'est-à-dire que jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé d'osmose inverse, et finalement, l'osmose inverse, c'est ni plus ni moins que du tamisage, en fait. Et le tamisage, c'est assez basique, en fait, c'est aller contre la pression osmotique. Et je vous ai déjà montré, par exemple, quand j'ai parlé des fluctuations, que par exemple, utiliser les fluctuations, ça permettrait d'aller contre le tamisage. Et ça, c'est une autre façon. Donc on pourrait imaginer des méthodes différentes, et c'est ça que je voudrais illustrer sur deux exemples en particulier. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on peut faire beaucoup mieux que l'osmose inverse grâce à la nanofluidique, et notamment grâce au transport avancé. Et pourquoi on doit aller au-delà de l'osmose inverse? C'est d'une part parce que les pressions de travail de l'osmose inverse, comme je vous ai dit, c'est 50-70 bars. Ça a un coût énergétique énorme, et ça a un coût en matériaux aussi énorme, parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel matériau qui supporte 50-70 bars. Donc ces membranes polymères, vous êtes obligé d'y passer, ça coûte très cher à fabriquer, c'est très polluant en plus. Et donc ça, contourner ça, c'est un point crucial. Il y a d'autres aspects qui sont intéressants et qui sont, par exemple, il y a une revue qui est intéressante de Martin Bazan dans Chemrev l'année dernière, qui montre que ces méthodes d'osmose inverse, où vraiment on appuie de l'eau salée contre un système, ça ne marche pas forcément à faible concentration en sel. Enfin, c'est-à-dire c'est pas efficace énergétiquement. Par exemple, ici, il reporte la consommation d'énergie pour l'osmose inverse, qui est de l'ordre du kilowattheure, enfin quelques kilowattheures par mètre cube, à des méthodes électrochimiques que je vais décrire. Et en fait, les méthodes électrochimiques en fait, coûtent beaucoup moins cher à faible concentration, et ça peut être intéressant pour traiter des eaux faiblement concentrées en sel. Et il y en a beaucoup, en fait, et notamment dans les stations d'épuration, etc. Donc, il y a des besoins comme ça. Donc, là, je vais vous montrer des exemples de méthodes non standards, mais je pourrais en citer, il y en a plein un peu dans tous les sens, mais je vais déjà en montrer deux parmi une littérature assez vaste et qu'on peut, à mon point de vue, on peut qu'encourager. Il y a beaucoup de méthodes de séparation qui utilisent des membranes très hydrophobes, de sorte que si vous avez de l'eau ici, elle ne rentre pas et c'est plutôt de la vapeur. Et donc c'est des membranes de distillation via la vapeur, donc pervaporation. Et il y avait un travail justement de Karnik, donc le même qui travaille sur le graphène, qui était intéressant, qui était de faire des membranes où il ne rendait hydrophobe qu'une partie du pore, ce qui fait que si vous mettez de l'eau ici, en fait l'eau rentre mais ne va pas rentrer complètement dans le système et va garder un mini pore à base de vapeur. Et le sel ne va jamais traverser cette interface liquide-vapeur. Donc ça, sur le principe, c'est intéressant parce que si vous avez un gradient de sel, ça va faire en fait un gradient de pression au sein de la vapeur ici, au niveau du pore. Et ce gradient de pression, il suffit d'écrire la loi de Raoult en fait, à l'interface entre ici et là. Vous allez en déduire que voilà, ce gradient de pression, c'est la pression de vapeur saturante sur la densité de vapeur saturante sur la densité de l'eau fois la pression osmotique. Et ça, c'est le moteur de l'osmose, ou c'est ça que vous devez contrer. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que, après vous avez un moteur et vous pouvez calculer le flux.
Et le flux, en fait, ici maintenant, le flux, il est déterminé par le rayon du pore. Or, ce rayon du pore, il est beaucoup plus grand que quelques angstroms, parce que là, la barrière de dessalement, elle se fait par les interfaces liquide-vapeur. Donc, typiquement, c'est ça, fois un coefficient de diffusion, et puis delta PV. Le coefficient de diffusion, c'est en régime de Knudsen, c'est typiquement la taille du pore fois la vitesse thermique. Mais maintenant, la taille du pore, ici, c'est typiquement, je crois qu'ils utilisaient de l'ordre de 30 nanomètres, et c'est infiniment plus grand que 5 angstroms. Donc la perméabilité, même si le gradient de pression et la vapeur, la densité de vapeur est faible, c'est-à-dire que vous transportez peu de molécules d'eau à travers ces interfaces, la perméabilité est gigantesquement plus grande, en fait. Et donc ça marche très bien, en fait. Et donc ils ont fait des expériences là-dessus. En plus, dans le principe, c'est relativement robuste parce que la pression capillaire, donc je vais dire gamma sur A, c'est de l'ordre de 10-3, par exemple, sur 30, 10-9, c'est de l'ordre de 10 puissance 6 pascal, donc de 10 bars. Donc là, j'ai pris 30 nanomètres, en fait, ça serait plutôt 20 bars, parce que c'est le rayon qu'il faudrait mettre. Mais ça veut dire qu'on arrive vite à... Ça, c'est la pression capillaire, c'est la pression qu'il faut exercer pour que le ménisque bouge. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à des pressions de l'ordre de la pression osmotique. Et bon, évidemment, c'est toujours pareil, c'est une chouette idée. Je ne suis pas sûr que la mise à l'échelle soit possible avec ça, parce qu'il faudrait créer des membranes asymétriques comme ça, s'assurer que les pores, ici, les parties en vapeur, soient stables, et ça, pour l'instant, ça n'a pas été testé, donc je pense que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais je trouve ça intéressant d'avoir des idées un peu farfelues comme ça. Une autre idée, c'est celle de Howard Stone, à Princeton, qui utilisait justement la diffusiophorèse que j'ai discutée la semaine dernière, pour induire une séparation de particules sous gradient de CO2. Et donc il utilise le CO2 pour induire une diffusiophorèse de particules et les séparer. Bon, c'est aussi, je trouve ça amusant comme méthodologie parce que non conventionnelle. Alors, mais sur les 20 minutes là, qui restent, je voudrais vous parler plus de méthodes dites électrochimiques. Électrochimique, ça veut dire qu'on va plutôt utiliser des gradients de potentiel électrochimique, c'est-à-dire on va mettre des voltages en fait, dans le système. Et là, il y a toute une zoologie de méthodologie de système. Il y a une méthode très connue qui s'appelle l'électrodialyse, qui est de dire on peut dessaler en fait en mettant un champ électrique et en séparant avec une membrane qui laisse passer que les cations et une membrane qui laisse passer que les anions. Et donc, si vous mettez un champ électrique, les plus vont d'un côté et les moins vont de l'autre, et à la fin, il ne vous reste que l'eau fraîche à travers. Ça, c'est l'électrodialyse. Ensuite, il y a des méthodes d'électrosorption que je ne vais pas trop discuter, pourtant c'est beaucoup discuté actuellement, c'est la CDI, Capacitive Deionization, et c'est-à-dire c'est utiliser des capaciteurs pour absorber des ions. Donc vous utilisez la couche de Debye pour dessaler. Alors je vais plutôt parler de deux méthodes, une qui est basée sur la polarisation de concentration et un autre que j'appelle le viro, que je vais vous décrire. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la polarisation de concentration. Et je vous ai dit, oui, ça c'est parce que le profil de concentration près des membranes, c'est pas celui que j'impose à l'infini, parce que près de la membrane, il se passe, soit j'ai du clogging, mais en fait, plus généralement, j'ai plein de phénomènes, notamment électrostatiques, que je vais discuter, qui font que la concentration, en fait, elle peut soit croître, et vous allez voir dans un instant, elle peut aussi complètement décroître. Et alors, en fait, souvent, c'est vu ça comme un problème. Moi, j'avais toujours vu ça comme un problème, et c'est une suggestion notamment de Martin Bazan, et puis d'autres personnes, il y a des groupes coréens qui travaillent là-dessus, qu'en fait, ça, c'est un avantage énorme pour faire du dessalement. Et c'est, je trouve, un problème vraiment amusant. Et je vais discuter, alors c'est basé notamment ici sur un papier, un PRL du groupe de Martin Bazan. Alors, je vais considérer un problème très simple où j'ai un canal, et je vais supposer que ce canal, il a une certaine hauteur h,
et il a une charge de surface, sigma. Donc ça, par exemple, ça c'est assez gros, on va dire que c'est le micron. Et ici, j'ai plutôt des canaux sélectifs. Par exemple, ça sélectionne un des ions, de sorte que les cations, par exemple, ici, peuvent passer, mais pas les anions. Donc ça, c'est une membrane CEM. C'est une membrane cation sélective, par exemple, sur cet exemple. Et on peut faire la même chose avec les anions et pas les cations. Alors ça, c'est un problème intéressant. Alors, et c'est un problème que je vais résoudre complètement, parce qu'on peut le faire très simplement. Et ça nous apporte pas mal de choses. Donc, les flux, alors je vais les écrire. Donc ça fait moins d fois le gradient de ρ+, moins ρ+, fois, alors il y a la charge, le gradient de potentiel électrostatique sur kT fois d, et d sur kT, c'est la mobilité. J-, c'est moins d grade de ρ-, plus, parce que j'inverse les signes, d sur kT grade de V. Donc ça, c'est les deux flux, et là, je vais supposer que, pour simplifier, que tout est unidimensionnel, et ça, c'est une constante, et ça, c'est 0 parce que c'est 0 ici, donc c'est 0 partout. Je n'ai pas de flux de... Et la dernière condition, c'est que je vais supposer l'électroneutralité locale ici, dans la grande partie, en disant que ρ+ moins ρ-, bah, c'est la charge de surface de sigma sur H. Alors, loin ici, je vais mettre une concentration C0, et donc je vais tout renormaliser par C0, et je vais appeler phi EV sur kT, ça va simplifier les notations, ce sera plus simple. Donc, là, j'ai 3 équations. Je considère d'abord la deuxième. Donc, en version unidimensionnelle, j'ai d de ρ- est égal à ρ- grade de phi, enfin, dx de phi, et donc ça fait phi égale à log de ρ-. J'ai enlevé les tildes là, je vais simplifier. Donc déjà, j'ai une relation entre le potentiel et la concentration ρ-. Et ensuite, si je dis J, c'est le flux J+, par exemple, c'est ça, le flux J+, je peux faire c'est J+ moins J-, mais J- est égal à courant, c'est le courant. Donc ça va faire dx de ρ+ moins ρ-. Et ça, c'est 2 sigma sur H, C0. C'est ce que j'appelle le nombre de Dukine, et ça, c'est une constante. Donc ça, ce terme-là est nul, et il reste le deuxième terme là, donc ça moins ça, donc ça fait moins ρ plus ρ- gradient de phi. Et donc, maintenant, ρ+, je sais que c'est le Dukine plus, donc ça fait 2 ρ- plus le Dukine, fois le gradient de phi, et ρ-, je sais que c'est exponentielle phi. Et donc ça, c'est une constante, et donc j'ai Jx, quand j'intègre suivant x, ça fait 2 exponentielles phi moins en, je veux dire, phi de 0 est égal à 0, donc la même chose en 0, et ce terme-là, je dois avoir un moins ici, moins le nombre de Dukine fois phi. Et donc, à la fin des fins, j'ai le courant qui va prendre la forme d'une forme de diode. Alors, pour une raison, pour reprendre les notations en fait, de l'article de Dybek, j'ai appelé par convention que moins delta phi, c'est le potentiel en 1. Donc ça fait que le flux, alors je sais pas, j'ai un facteur 2, bon, c'est pas très grave. Ça va faire 2, 1 moins exponentielle moins delta phi 0, plus le nombre de Dukine fois delta phi 0. Donc la première chose que vous voyez ici, c'est que je vous avais dit que dès qu'on a un système asymétrique avec un nombre de Dukine, on a une diode.
ici, le nombre de Dukine, je vais le rappeler là, c'est la charge sur la concentration fois H. Et là, on a effectivement un système qui est asymétrique, parce qu'on a une petite taille, puis après une grosse taille, et une taille non chargée, et une charge. Donc on a une dissymétrie de charge, dissymétrie de ça, et tout de suite, ça donne une diode. C'est-à-dire que si je trace le courant électrique, J c'est le courant électrique en fonction de ça, j'ai effectivement quelque chose qui ressemble à une diode de Shockley. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Ça vous montre que ces systèmes-là chargés, via les couplages, naturellement, ils sont non linéaires. Et ça, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai résolu, c'est en fonction de x. Et je sais que exponentielle phi, c'est la concentration. Donc ça, c'est aussi, ça me donne le profil de concentration. Et en fait, ce profil de concentration vérifie l'équation implicite qui est donnée là-haut. Et en fait, quand je le trace, donc vous pouvez le calculer par bout, mais quand je trace le profil de concentration, donc là, j'ai la paroi, la partie CEM, c'est là la partie qui ne laisse passer que les cations. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, ça fait ça, puis après, on a toute une partie qui est complètement déplétée en ion moins. Donc en fait, ces membranes-là, ça c'est une polarisation de concentration, c'est que le système réagit assez violemment en fait à ces non-linéarités et va dépléter complètement une zone spatiale du système, ici, qui dépend, et cette zone-là dépend de la charge de surface, dépend des différents paramètres. Donc en fait, cette zone-là, elle dépend en fait explicitement du nombre de Dukine. Et alors ça, c'est, a priori, c'est en général un problème, parce que ça veut dire que ce qui se passe à la membrane, ce n'est pas du tout ce que vous imposez, vous, loin. Mais c'est aussi une solution assez amusante, parce que ça a conduit Martin Bazan et puis d'autres groupes à proposer ce qu'ils appellent la choc électrodialyse. L'idée, c'est que si vous avez... Donc, là, la géométrie de l'expérience est un petit peu différente. Vous mettez un flux avec du feed, donc de l'eau salée. Et vous mettez deux membranes ici, membrane CEM d'un côté, et alors là il met une membrane CEM de l'autre côté, mais il y a une géométrie que je vais vous montrer juste après où on met deux membranes distinctes, enfin peu importe. Et en fait, naturellement ici, vous avez à cause de cette polarisation, toute cette zone-là va être déplétée en anions. Et donc si elle est déplétée en anions, et ben, tout le sel va aller de l'autre côté. Et donc, pour assurer un mouvement des ions, ils mettent une cathode et une anode ici. Et donc, en fait, vous avez une zone ici complètement déplétée où vous avez à la fin de l'eau là qui sera sans sel. Donc, cette concentration de polarisation, cette polarisation de concentration, permet de faire le dessalement. Et par exemple, ça, c'est ce qu'ils arrivent à enlever comme ion en fonction du courant qu'ils imposent perpendiculairement. Et là, on a un énorme effet, c'est-à-dire que vous arrivez à enlever 100% des ions. Donc ça a été discuté pas mal par Martin Bazan. C'est vraiment un chouette système. Il y a d'autres groupes, notamment un groupe coréen, mais qui est aussi partiellement MIT, si j'ai compris. C'est ce qu'ils appellent ICP, enfin c'est la même chose, Ion Concentration Polarization. Sauf que là, ils utilisent deux membranes, AEM et CEM, pour... en fait, faire ça de façon symétrique des deux côtés de la membrane AEM. Et ils ont carrément une petite valise. Vous pouvez voir des films sur YouTube où ils vont en bord de mer, ils balancent un flotteur, ils prennent de l'eau, et puis à la fin de leur valise, ils sortent de l'eau fraîche qu'ils boivent. Enfin, on sait, à vrai dire, sur le film, on ne sait pas trop s'ils boivent leur eau ou pas, en fait, mais ils font semblant, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un système de dessalement que je trouve intéressant parce que c'est un exemple typique d'un système qui utilise les anomalies et les non-linéarités en fait, du transport nanofluidique. Là, pour le coup, c'est vraiment tout ce qu'on a discuté, les diodes, etc. Et donc, à la toute fin, là, donc, je vais prendre quand même le temps qu'il faut pour vous parler de ça. Et ça, c'est des choses qu'on développe plutôt au laboratoire. Et donc l'osmose inverse, comme j'ai déjà dit précédemment, il faut appliquer une pression supérieure à la pression osmotique. Et en fait, il se trouve qu'en fait, on peut utiliser plutôt un voltage pour opérer la même chose. Donc ça, c'est ce que je vais vous discuter là. Donc je passe les... Ça, en fait, ça prend son origine
en fait, pour resituer en fait, d'où ça sort, et je trouve que le cheminement est aussi intéressant parce que ça montre aussi comment on passe de discussions purement théoriques, très sciences fondamentales, à quelque chose qui fonctionne. Et donc ça prend vraiment son origine dans ce que je vous ai décrit la dernière fois, les problèmes de diode osmotique, où cette idée qu'on pouvait faire une diode osmotique à partir d'une membrane composite, c'est-à-dire qu'une membrane qui a de part et d'autre deux propriétés différentes, par exemple charge positive, charge négative. Ça, c'était l'idée originale de cet article qui était purement théorique. Et je vous ai montré la dernière fois que la pression osmotique, en fonction de la concentration en sel, donc normalement, elle est comme ça, mais ici, elle pouvait être non linéaire. Et ça, en fonction de la différence de concentration des deux côtés et aussi la différence de voltage qu'on met des deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est ce que j'avais écrit dans les conclusions de cet article, c'est que, évidemment, si dans ces carrés ici, les carrés antidiagonaux, vous avez un delta ρ positif, mais un delta pi négatif. Donc là, vous avez la pression osmotique qui va dans le sens inverse. Donc là, vous faites du dessalement. Puisque la pression osmotique tend normalement, la pression osmotique tend à diluer le côté très concentré, la pression osmotique négative, ça va plutôt l'inverse. Bon, évidemment, ça a un coût parce que c'est en particulier parce que vous devez imposer une certaine force extérieure, vous ne violez aucun principe. Ce qui était amusant, enfin, d'une certaine façon, c'est que, ok, d'accord, c'est bien de penser à ça, et vous voyez, ça fait une belle conclusion dans un article, mais la question, c'est comment réaliser ça ensuite. Et ça, c'est, vous voyez, 2013 et 2023, on y est maintenant. Et comment on transforme ces questions théoriques en innovation, entre guillemets? Ben, la première contrainte, la première chose, c'est que dans ces diodes, à l'époque, l'idée, c'était vraiment que le canal, enfin, en tout cas, la façon dont on avait pu résoudre le problème, c'était quand la longueur de Debye était plus grande que la taille du pore. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un régime d'overlap de Debye très fort. Et ça impose des contraintes très fortes sur les systèmes. Et c'est dans ce régime-là qu'on arrivait à prédire une diode. Et en fait, on s'est rendu compte beaucoup plus tard, notamment avec les travaux d'Anthony Poggioli, qu'on n'avait pas besoin en fait, de cette condition-là. Et que la vraie condition, c'est ce que je vous ai appelé, c'est sur le Dukine. Et c'est-à-dire que pour avoir une diode, il faut un gradient de Dukine, comme je vous l'ai montré là à l'instant sur l'exemple de cette polarisation de concentration. Il suffisait d'avoir un gradient de charge sur concentration en sel fois une épaisseur. L'une des quantités a un certain gradient, vous faites une diode. Donc ça, c'est un premier point, parce que ça allège énormément en fait, la géométrie qu'on peut imaginer. Ensuite, donc ça c'était une difficulté fondamentale qui ça permet de la lever. La difficulté technique, c'est qu'on peut se poser des questions, mais il faut faire une membrane composite, etc. Finalement, donc, au lieu de se prendre le chou à réfléchir à des situations compliquées, notamment c'est ce qu'a fait Soufiane, finalement autant assembler les deux et on ne se pose pas de questions. Et des choses aussi basiques que ça, entre guillemets, ça marche extrêmement bien. Donc en fait, à un moment donné, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut parfois sortir des schémas de pensée théoriques trop compliqués et revenir à des choses de base et se dire, mais non, essayons et puis ça va fonctionner. Et donc ça, par exemple, alors j'ai dit coller deux membranes, ça c'était vrai, mais par exemple, cette membrane que je montrais, c'est du MOS2 sur polycarbonate, des membranes réalisées par Lucie et Soufiane. Ravière avait fait des membranes de graphène oxyde à l'époque. Et ça, ces membranes, c'est des membranes asymétriques parce que les membranes de polycarbonate, c'est des membranes macroporeuses avec des pores assez gros. Et la membrane de MOS2, c'est une membrane où la porosité ici est de l'ordre du nanomètre. Donc on a vraiment une membrane dissymétrique comme ça par dépôt. Alors, on avait fait les premières preuves de principe, mais voilà, je vais vous montrer juste les systèmes tels qu'il est actuellement. Donc l'idée, c'est d'avoir cette membrane composite, donc membrane de polycarbonate, et sur lequel on dépose des membranes de ces systèmes de MOS2, graphène oxyde, mais
là où je vous disais qu'en fait, on peut aussi prendre une membrane commerciale et puis venir la coller sur le polycarbonate, c'est ce qu'a fait Soufiane avec Lucie, et ça marche aussi bien pour ce qui nous intéresse. Et une façon très simple de voir ce qui va se passer dans le système, vous allez voir que c'est plus subtil que ça, c'est que ça. C'est quoi la différence entre les deux côtés de cette membrane? En fait, c'est qu'on utilise le polycarbonate, que je représente ici comme étant des pores comme ça, comme un matériau sur lequel il y a une charge de surface, et ce qui m'intéresse plutôt, c'est un potentiel zeta, c'est un potentiel de surface. Ça fait que quand je vais mettre une différence de potentiel comme ça, donc ensuite je mets l'autre partie de la membrane, ici, quand j'ai une différence de potentiel appliquée, je vais créer une électroosmose. L'électroosmose, c'est la formule de Smoluchowski que je vous ai montrée la dernière fois. C'est le delta V sur l'épaisseur de la membrane. Bon, j'oublie les signes, je vais faire ça simplement. Donc ça, c'est l'électroosmose, c'est-à-dire que, en fait, sous un champ électrique, vous créez une vitesse électroosmotique, vous créez une pompe électroosmotique. C'est très simple. Donc si vous créez une pompe électroosmotique, vous allez créer par exemple un flux d'eau comme ça, et ici, cette partie-là, elle est simplement l'eau, elle va passer à travers cette membrane semi-perméable, et alors que le soluté est filtré par cette membrane. Donc un point de vue très simple. Et en fait, ça fonctionne bien. Mais alors, il faut faire attention parce que il y a un design de cellules parce que ça crée des bulles, évidemment, quand vous mettez des volts. Mais ça, c'est pas si gênant. Et en plus, ça fait des bulles que sur certains matériaux et sur les matériaux d'électrodes qu'on utilise, il n'y a pas tant de bulles que ça. Et Soufiane connaît ça parfaitement. Donc ça, par exemple, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau colorée, ça c'est un dye qui est coloré, et vous mettez une différence de voltage. Au bout d'un moment, paf, tout est passé, si vous arrivez à voir, c'était coloré là. Et maintenant, c'est blanc de l'autre côté. Vous avez enlevé le dye qui est ici un système, c'est un colorant nanométrique, typiquement en taille. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce système-là, il est en plus rectifiant. Alors, ça se voit, la rectification n'est pas très élevée sur cet exemple que je vous montre là, mais l'idée, c'est que le courant versus le voltage, c'est, si j'exagère, c'est asymétrique comme ça. Et si vous regardez le flux en fonction du voltage, en fait, c'est en gros quelque chose comme ça, grossièrement parlant. Et vous pouvez vérifier, la partie droite ne va pas aussi haut que la partie gauche. Et donc, on a bien un système qui asymétrique, qui réalise une diode, mais en plus, qui réalise une diode électro-osmotique. C'est-à-dire qu'en plus de ce courant électroosmotique, il y a une rectification, en fait, ici, du flux. Alors, ça, évidemment, dès qu'on dit rectification, on dit il faut mettre en AC, c'est-à-dire en voltage oscillant. Et donc, ça, c'est voltage oscillant de moyenne nulle. Si vous mettez que la membrane chargée, sans lui, vous voyez, donc ça, c'est l'expérience qui montre que, en fait, si vous faites une oscillation de voltage, ça monte, ça descend, il ne se passe rien de spécial. Par contre, dès que vous mettez la membrane, ici, la deuxième membrane, vous voyez que tout ça, ça devient très asymétrique. C'est-à-dire que ça monte d'un côté, ça s'arrête de l'autre. Donc ça c'est exactement une rectification. Une rectification, ça veut dire que quand je vais faire des allers-retours ici sur cette courbe, je vais avoir beaucoup de flux dans un sens et peu de flux dans l'autre. Donc globalement, j'ai un flux net rectifiant par rapport à ces deux directions. Alors, donc il y a une rectification donc ça, par exemple, ça peut se faire à différentes fréquences. Ça, c'est le flux, par exemple, PCGO, vous voyez, ici CMS2, le flux est plus grand d'un côté que de l'autre. Donc il y a une légère, c'est pas si légère que ça, division. Et ça, par exemple, ça se voit très bien sur des temps plus longs, par exemple. Suivant la fréquence de l'oscillation que vous imposez, vous avez des oscillations, mais en fait, le flux, globalement, va dans un sens. Donc, il y a une rectification du système. Et même plus que ça, si vous tracez le flux net, donc ça, c'est vraiment le flux
net qui traverse en fonction de la fréquence, il y a un maximum, entre guillemets une résonance, c'est pas vraiment une résonance, mais ça ressemble à une résonance, il y a un flux maximum comme ça. Alors, et ça marche très bien, si on arrive à voir. Bon, ça marche pas, ok. Ok, bon, oups. Bon, voilà, c'est un système où maintenant on arrive à filtrer. Hop. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en fait, avec ça, si vous le faites en AC, en oscillant, il y a plusieurs avantages. C'est d'une part, vous voyez que dans cette configuration-là, qui n'est pas optimisée, qui est juste ce qui a fonctionné, appliquer 1 volt, c'est l'équivalent d'appliquer 1 bar. Et ça, on le comprend relativement bien. Et c'est lié au fait que vous avez une membrane asymétrique, vous avez 2 perméabilités, et ici, vous avez un flux électroosmotique généré dans ce système-là. Mais en fait, comme si vous générez un flux, vous allez créer une différence de pression ici. Et donc, le profil de pression, ça va être un minimum pour générer un flux comme ça. Et donc, le flux, ça va être la perméabilité de la petite fois le delta P, qui est cette valeur ici, là, comme ça. Et ça, c'est le QE0 moins, évidemment, ça crée un contre-flux Km delta P. Donc, le delta P, c'est QE0 sur Km plus Km. Mais la perméabilité de la membrane macro est beaucoup plus grande que celle de la toute petite membrane. Et donc, le flux dans cette situation, c'est Km fois le flux électroosmotique sur Km. Et ça, maintenant, vous pouvez le réécrire sous la forme Km. Le flux électroosmotique, c'est la densité de pore fois la formule de Smoluchowski, fois le R carré, fois le delta V sur l'épaisseur. Et la membrane macroscopique, sa perméabilité, c'est simplement phi S R4 sur 8 θ fois 1 sur E. Et ce qui est amusant à la fin, c'est que vous avez une équivalence entre les deux, où le flux à travers la membrane, c'est Km fois epsilon zeta avec un 8 sur R carré fois delta V. Et ça, ça veut dire que normalement, si vous appliquez une différence de pression, le flux, c'est la perméabilité de la petite membrane fois delta P. Donc ici, vous avez une équivalence entre la pression appliquée et le potentiel appliqué qui est donné par ça. Et ça, si vous mettez les ordres de grandeur, ça fait typiquement 1 volt égale 1 bar. Pour la porosité qu'on a considérée, on a mis le potentiel zeta, là on ne sait pas trop ce qu'il vaut, mais là on a mis quelque chose de très conservateur de l'ordre de 25 millivolts, KT sur E. Et voilà. Et à la fin, c'est ça qui nous permet de dire que 1 volt égale 1 bar, tout en conservant les propriétés de dessalement, par exemple, ou les propriétés de filtration qui sont données par la membrane que j'impose ici, c'est-à-dire le GO, le MOS2 ou la membrane commerciale qui donne des dessallements quasiment à 100%. Donc, voilà, je pense que je vais arrêter là, la rectification. Donc tout ça, on arrive à modéliser, je vais passer parce que ce n'est pas la peine. Mais le bilan de tout ça, c'est qu'on peut vraiment là utiliser des non-linéarités, qui sont des non-linéarités nanofluidiques, puisque c'est vraiment lié à la rectification, qui est toutes ces problématiques de Dukine, etc., qui nous ont bien occupés pendant un moment. Et là, par contre, c'est à grande échelle ici. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les membranes font quelques centimètres carrés, mais, enfin, typiquement des vingtaines de centimètres carrés, mais tout ça, il n'y a rien, aucune barrière là, pour l'appliquer à beaucoup plus grande échelle. Et ce qui est surtout important, c'est que dans ce processus, il n'y a pas de contrainte mécanique globale sur la membrane. Parce que le profil de pression, c'est ce que je vous ai montré ici. Là.
profil de pression, il est minimum au centre, mais absolument, il n'y a pas un gradient de pression au travers de la membrane comme en osmose inverse. Et ça veut dire que ce minimum au centre, c'est plutôt que quand vous appliquez l'électroosmose en champ alternatif, ça aura tendance à comprimer le système. Donc en fait, le système va avoir tendance à se coller plus, ce qui est un avantage. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de le coller, il se colle tout seul en fait. Et ça change radicalement la donne parce que ce qui est le point clé, c'est qu'on va pouvoir utiliser des systèmes de membranes infiniment plus fragiles que celles des membranes polymères. Et notamment, par exemple, ici, ça, c'est des systèmes qui pourraient se déchirer, ils se déchireraient déjà à quelques bars. Or, ici, ça ne se déchire absolument pas. Donc voilà, la conclusion finale, c'est que voilà, c'est un domaine où on peut proposer des choses, on peut proposer des innovations. C'est très compliqué d'aller discuter directement avec les industriels sur ces sujets-là, mais il y a des étapes intermédiaires à fournir et que ça serait dommage de rater justement des innovations comme ça qui pourraient changer la donne en termes de coûts pour faire des usines de dessalement. Et pour ça, comme j'avais discuté dans la leçon, créer des startups, c'est clairement la voie intermédiaire pour donner une chance en fait, à ces innovations de rupture et pouvoir les développer et avoir cette forme de courroie de transmission et à un moment donné reparler avec les industriels parce que là, d'ici quelques années, ça sera des centaines de mètres cubes d'eau qu'on pourra filtrer avec ces systèmes-là. Donc voilà, soyez le changement que vous voudriez, on fait ce qu'on peut. Et donc le prochain cours, ça sera encore sous un peu le même format, et là je parlerai d'énergie osmotique. Donc c'est le pendant énergie du Nexus, et des avancées qu'on a pu faire là-dedans, notamment avec la startup Switch. Et le séminaire, ça sera donné par Damien Voiry, de l'Université de Montpellier, et qui va nous parler justement de membranes et de matériaux bidimensionnels, et notamment pas mal d'avancées qu'il a effectuées là-dessus. Et voilà, on va prendre 10 minutes de pause, et je vous remercie pour votre écoute.